Une adolescente de 16 ans disparaît mystérieusement lors d'une promenade habituelle avec son chien dans les forêts de Fontainebleau. Pendant des mois, les recherches restent vaines malgré la mobilisation de centaines de bénévoles. Un an plus tard, un chasseur utilisant un drone thermique pour traquer les sangliers détecte une signature de chaleur inhabituelle dans une zone reculée de la forêt. Cette découverte va révéler une vérité bouleversante qui changera à jamais la compréhension de cette disparition tragique. Avant de poursuivre cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun cas nouveau. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays et quelle ville nous regardez-vous? Nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répartie à travers le monde. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Le dimanche 23 septembre 2018, la petite commune de Barbizon, située à la lisière de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne, jouissait d'une de ces belles journées d'automne où la lumière dorée filtre à travers les feuillages rougeoyants. Cette commune de 1300 habitants, rendue célèbre par les peintres paysagistes du XIXe siècle, conservait ce charme paisible qui attirait les promeneurs du dimanche depuis Paris, distant d'une cinquantaine de kilomètres. Amélie Lecomte venait de fêter ses 16 ans la semaine précédente. Grande pour son âge, avec des cheveux châtains qu'elle portait toujours attachés en queue de cheval et des yeux verts pétillants d'intelligence, elle était connue de tous dans le village comme une adolescente responsable et passionnée de photographie. Fille unique de Catherine et Michel Lecomte, elle vivait dans une maison de pierre typique de la région, rue du Tilleul, où ses parents tenaient une petite librairie spécialisée dans les guides de randonnée et les ouvrages sur la nature. Amélie était une élève brillante en classe de première littéraire au lycée François Ier de Fontainebleau. Ses professeurs la décrivaient comme une jeune fille mature, toujours prête à aider ses camarades et particulièrement douée pour l'écriture. Son rêve était de devenir journaliste spécialisée dans l'environnement, une passion qu'elle nourrissait depuis l'enfance en explorant méthodiquement chaque sentier de la forêt domaniale. Son compagnon fidèle était Max, un golden retriever de 3 ans au pelage doré et au caractère exceptionnellement calme. Michel Lecomte l'avait offert à sa fille pour ses 13 ans, et depuis, l'animal ne quittait plus Amélie. Max était connu dans tout Barbizon pour sa docilité et son intelligence remarquable. Il obéissait au doigt et à l'œil et n'avait jamais causé le moindre problème. Les habitants du village s'étaient habitués à voir passer la silhouette d'Amélie, accompagnée de son chien, tous deux parfaitement synchronisés dans leur promenade quotidienne. Cette passion pour la nature n'était pas nouvelle chez Amélie. Depuis l'âge de 10 ans, elle parcourait régulièrement les sentiers balisés de la forêt de Fontainebleau, d'abord accompagnée de ses parents, puis seule à mesure qu'elle grandissait. Ses parents lui faisaient entièrement confiance, car elle avait démontré à maintes reprises sa prudence et sa connaissance parfaite des lieux. Elle emportait toujours son téléphone portable, une petite trousse de premiers secours, une bouteille d'eau et quelques encas pour Max. Catherine Lecomte, professeure de français dans un collège de Melun, avait initialement exprimé des réticences à laisser sa fille se promener seule dans la forêt. Mais face à la maturité d'Amélie et à la présence rassurante de Max, elle avait fini par accepter ces escapades dominicales qui rendèrent sa fille si heureuse. Michel, ancien guide de montagne reconverti dans la librairie, était plus serein. Il avait lui-même enseigné à Amélie les rudiments de l'orientation et de la sécurité en milieu naturel. Le dimanche 23 septembre marquait le retour d'un temps clément après une semaine de pluies intermittentes. Amélie avait prévu cette sortie depuis plusieurs jours, impatiente de photographier les couleurs automnales avec son appareil photo réflexe, un Canon EOS que ses parents lui avaient offert pour son anniversaire. Elle projetait de constituer un portfolio pour participer au concours de photographie nature, organisé par le Parc naturel régional du Gâtinais français. Vers 14h30, après un déjeuner en famille composé d'un pot-au-feu que sa mère avait mijoté depuis le matin, Amélie prépara son sac à dos. Elle y glissa son appareil photo soigneusement protégé dans son étui, 2 bouteilles d'eau, des croquettes pour Max, une pomme, quelques biscuits, sa trousse de secours habituelle et son téléphone portable chargé à bloc.
Elle portait ce jour-là un jean bleu, des chaussures de randonnée montantes marron qu'elle avait déjà bien rodées, un pull en laine rouge tricoté par sa grand-mère et une veste polaire noire. Avant de partir, elle embrassa ses parents qui lisaient tranquillement dans le salon de leur maison. « Je prends le sentier des gorges d'Apremont », annonça-t-elle comme à son habitude. « Je pense être de retour vers 18 heures, peut-être un peu plus tard si la lumière est belle pour les photos. » Catherine lui rappela de faire attention et de ne pas oublier d'appeler si elle avait le moindre problème. Michel lui conseilla d'éviter les zones rocheuses si elles étaient encore humides de la pluie de la semaine. Le sentier des gorges d'Apremont était l'un des parcours préférés d'Amélie. Ce circuit de difficulté modérée, long d'environ 8 km, serpentait à travers des chaos de grès typiques de la forêt de Fontainebleau, offrant des panoramas spectaculaires et une variété de paysages parfaite pour la photographie. Le sentier était bien balisé, fréquenté par de nombreux promeneurs et grimpeurs, ce qui en faisait un choix sûr, même pour une adolescente seule. Amélie et Max quittèrent la maison vers 15 heures précises. Plusieurs voisins les aperçurent traverser le village d'un pas énergique. Madame Fontaine, qui jardinait devant sa maison rue de la Grande Rue, échangea quelques mots avec Amélie sur la beauté de cette journée automnale. Monsieur Garnier, qui promenait son teckel près de l'église Saint-Pierre, croisa également la jeune fille et remarqua qu'elle semblait particulièrement joyeuse, fredonnant une mélodie tout en marchant. Le point d'accès au sentier des gorges d'Apremont se situait à environ 15 minutes de marche depuis le centre de Barbizon. Amélie connaissait le chemin par cœur, longeait la route départementale sur quelques centaines de mètres, puis emprunter un petit chemin forestier qui menait directement au départ du sentier balisé. Cette portion était parfaitement sécurisée et ne présentait aucune difficulté particulière. Jean-Pierre Levasseur, un habitant de Barbizon qui effectuait son jogging dominical habituel, aperçut Amélie et Max vers 15h20 au moment où ils s'engageaient sur le chemin forestier menant au sentier. Il les salua d'un geste de la main qu'Amélie lui retourna avec un sourire. Ce fut le dernier témoignage visuel confirmé de la présence d'Amélie sur son parcours habituel. Selon les reconstitutions ultérieures, Amélie aurait dû atteindre le véritable départ du sentier balisé vers 15h35. Ce point de départ, marqué par un panneau d'information de l'Office national des forêts, était équipé de poubelles et d'une aire de repos. Il était généralement fréquenté même en fin d'après-midi du dimanche par quelques promeneurs tardifs. Mais ce jour-là, aucun témoin ne put confirmer le passage d'Amélie à cet endroit. Les heures qui suivirent s'écoulèrent normalement pour la famille Lecomte. Catherine corrigeait des copies de ses élèves tout en préparant le dîner. Michel s'occupait de la comptabilité de leur librairie, installée dans le petit bureau attenant à leur salon. Ils étaient habitués aux longues absences d'Amélie le dimanche et ne s'inquiétaient jamais avant 19h, heure à laquelle elle téléphonait généralement pour donner de ses nouvelles si elle était en retard. À 18h30, Catherine jeta un premier coup d'œil à l'horloge de la cuisine. Il commençait à faire sombre, et bien qu'Amélie fût parfaitement équipée avec une lampe frontale, ses parents préféraient qu'elle évite de rentrer à la nuit tombée. Mais ils n'étaient pas encore inquiets, connaissant la passion de leur fille pour la photographie qui pouvait la faire perdre la notion du temps. À 19h précise, Catherine composa le numéro de téléphone d'Amélie. L'appel bascula immédiatement sur la messagerie vocale, ce qui était inhabituel. Amélie avait pour habitude de toujours répondre aux appels de ses parents ou à défaut de les rappeler dans les minutes suivantes. Catherine laissa un message demandant à sa fille de la rappeler rapidement et recommença l'opération 10 minutes plus tard avec le même résultat. À 19h30, Michel décida de se rendre en voiture jusqu'au point de départ du sentier des gorges d'Apremont. Il connaissait bien les lieux pour y avoir accompagné sa fille de nombreuses fois dans ses premières années d'exploration solitaire. Le parking était désert, ce qui était normal à cette heure. Michel examina les abords avec sa lampe de poche, mais ne trouva aucune trace du passage récent d'Amélie ou de Max. De retour à la maison vers 20h, Michel et Catherine tentèrent de joindre quelques amis d'Amélie au cas où elle se serait arrêtée chez l'une d'elles en rentrant. Mais toutes les personnes contactées affirmèrent ne pas avoir vu Amélie de la journée. L'inquiétude commençait à poindre.
bien que les parents tentent encore de se rassurer en évoquant une possible panne de téléphone ou un contretemps imprévu. À 21h, ne recevant toujours aucune nouvelle de leur fille, Catherine et Michel Lecomte prirent la décision de contacter la gendarmerie de Fontainebleau. Le brigadier-chef Stéphane Mercier, qui assura la permanence ce soir-là, reçut leur appel avec le sérieux requis malgré le délai relativement court de l'absence. Il connaissait la famille Lecomte de réputation et savait qu'Amélie était une adolescente particulièrement responsable. Le protocole de la gendarmerie pour les disparitions de mineurs était strict. Le brigadier-chef Mercier prit note de tous les détails. Heure de départ, itinéraire prévu, description vestimentaire précise d'Amélie, caractéristiques de Max, numéro de téléphone portable pour tenter une géolocalisation. Il rassura les parents en leur expliquant que dans la plupart des cas, les adolescents réapparaissaient d'eux-mêmes dans les heures suivantes, mais leur conseilla de rappeler immédiatement s'ils recevaient le moindre signe de vie. Cette première nuit fut un calvaire pour Catherine et Michel Lecomte. Ils passèrent alternativement des coups de téléphone toutes les heures et sortirent à plusieurs reprises pour appeler Amélie et Max dans les rues du village, espérant entendre un aboiement familier. Vers 3h du matin, Michel retourna seul au point de départ du sentier avec une lampe torche puissante. Mais ses recherches improvisées dans l'obscurité ne donnèrent aucun résultat. Le lundi 24 septembre à 6h du matin, Catherine Lecomte rappela la gendarmerie. Le brigadier-chef Mercier, qui avait pris son service plus tôt que d'habitude par conscience professionnelle, déclencha immédiatement la procédure de recherche active. La disparition d'Amélie passait officiellement du statut d'absence préoccupante à celui de personne en danger, justifiant la mobilisation de moyens importants. Le lieutenant Patricia Renard, chef de la brigade territoriale de Fontainebleau, fut immédiatement prévenu et prit personnellement en charge le dossier. Femme de 38 ans, mère de 2 enfants et gendarme depuis 15 ans, elle était particulièrement sensible aux affaires impliquant des mineurs. Elle connaissait parfaitement la forêt de Fontainebleau pour y avoir participé à plusieurs opérations de secours au cours de sa carrière. À 8h, une première équipe de 4 gendarmes spécialisés dans les recherches en milieu naturel se déploya sur le terrain. Ils étaient accompagnés d'un maître chien du groupe d'investigation cynophile de Seine-et-Marne et de son berger allemand spécialement dressé pour la recherche de personnes disparues. L'équipe emportait également un matériel de communication radio performant et des balises GPS pour marquer leur zone de recherche. Les premières investigations se concentrèrent logiquement sur le sentier des gorges d'Apremont qu'Amélie avait prévu de parcourir. Les gendarmes découvrirent rapidement que la jeune fille avait effectivement commencé son itinéraire. À environ 500 mètres du point de départ officiel du sentier, le chien détecta l'odeur d'Amélie et de Max sur le sentier balisé, confirmant qu'ils avaient bien emprunté cette direction. Le parcours du sentier révéla plusieurs indices troublants. À mi-parcours, près d'un chaos rocheux particulièrement photogénique, les enquêteurs trouvèrent l'empreinte nette d'une chaussure de randonnée correspondant exactement à celle que portait Amélie. Les conditions météorologiques de la semaine précédente, avec la terre encore humide, avaient parfaitement conservé cette trace dans une zone de terre meuble entre 2 rochers. Plus intriguant encore, les recherches révélèrent la présence de traces de pattes de chien dans la même zone, mais ces traces semblaient indiquer un comportement agité de l'animal. Contrairement aux empreintes habituelles laissées par un chien qui suit tranquillement son maître, celles-ci révélaient des allers-retours répétés sur une surface réduite, comme si Max avait tourné en rond ou cherché quelque chose intensément. L'équipe cynophile confirma que l'odeur d'Amélie et de Max était présente dans cette zone, mais de manière diffuse, suggérant qu'ils y avaient séjourné un certain temps. Le maître chien, fort de son expérience, indiqua au lieutenant Renard que son animal manifestait des signes de stress en flairant ses traces, comportement qu'il observait généralement lorsque les personnes recherchées avaient vécu un moment d'angoisse ou de peur intense. Mais l'élément le plus déroutant de cette première journée de recherche fut la découverte, à environ 200 mètres de ce point, d'un objet personnel d'Amélie.
Le bouchon de sa bouteille d'eau, facilement identifiable car orné d'un petit autocollant représentant un panda que la jeune fille y avait collé quelques semaines auparavant. Cet objet était posé sur un rocher plat, dans une position qui semblait délibérée plutôt qu'accidentelle. Cette découverte interpella les enquêteurs. Pourquoi Amélie aurait-elle posé ce bouchon à cet endroit? Était-ce un signal volontaire, un marquage pour se repérer, ou au contraire un indice qu'elle avait été contrainte d'abandonner ses affaires? Le lieutenant Renard fit photographier l'objet sous tous les angles avant de le faire analyser par l'identité judiciaire pour d'éventuelles empreintes autres que celles d'Amélie. Les recherches se poursuivirent jusqu'à la tombée de la nuit sans révéler d'autres indices significatifs. Le sentier des gorges d'Apremont avait été parcouru dans son intégralité par 3 équipes différentes, incluant tous les embranchements et variantes possibles. Les zones rocheuses avaient été sondées, les anfractuosités explorées, les points d'eau vérifiés. Aucune trace d'Amélie ou de Max au-delà de la zone où avait été trouvé le bouchon et les empreintes. Ce premier soir, le lieutenant Renard fit le point avec ses équipes et les parents d'Amélie dans les locaux de la gendarmerie. Les indices découverts étaient à la fois encourageants. Ils prouvaient qu'Amélie avait bien emprunté son itinéraire habituel et inquiétants. Ils suggéraient qu'un événement particulier s'était produit dans cette zone rocheuse sans qu'on puisse en déterminer la nature. L'hypothèse d'un accident était envisagée, mais paraissait peu plausible. Amélie connaissait parfaitement ces rochers pour y être venue de nombreuses fois. De plus, Max aurait certainement aboyé ou donné l'alerte en cas de chute ou de blessure de sa maîtresse, et ces aboiements auraient été entendus par d'autres promeneurs présents dans la forêt ce dimanche-là. L'hypothèse criminelle commençait également à être évoquée, bien qu'elle semblât peu probable dans ce secteur forestier très fréquenté et en plein jour. Cependant, le lieutenant Renard était suffisamment expérimenté pour savoir qu'aucune piste ne devait être négligée dans les premières heures d'une enquête. Le mardi 25 septembre marqua une intensification considérable des recherches. Le colonel Jean-Philippe Delacroix, commandant du groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne, décida de déployer des moyens exceptionnels après avoir pris connaissance du dossier. La forêt de Fontainebleau, avec ses 25 000 hectares et ses innombrables cachettes naturelles, nécessitait une approche méthodique et des effectifs importants. Dès 7 heures du matin, 50 gendarmes spécialisés dans les recherches en milieu naturel convergèrent vers Barbizon, venus de différentes brigades de Seine-et-Marne et des départements limitrophes. Cette mobilisation exceptionnelle témoignait de la gravité avec laquelle les autorités prenaient cette disparition, mais aussi de la complexité du terrain à couvrir. L'organisation des recherches fut confiée au capitaine Bernard Joly, officier expérimenté du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, spécialisé dans les opérations en milieu difficile. Il divisa la zone en secteurs géographiques précis, attribuant à chaque équipe un périmètre défini avec des coordonnées GPS et des objectifs horaires stricts. Parallèlement aux recherches terrestres, un hélicoptère de la gendarmerie nationale fut réquisitionné pour effectuer des survols systématiques de la forêt. L'appareil, équipé d'une caméra thermique de dernière génération, était capable de détecter la présence d'êtres vivants, même sous un couvert végétal dense. Le pilote et l'observateur, tous deux rompus à ce type de mission, effectuèrent 3 rotations de 2 heures, chacune au cours de cette journée. Les recherches révélèrent rapidement que la forêt de Fontainebleau recélait de nombreuses zones potentiellement dangereuses pour une promeneuse solitaire. Des carrières abandonnées aux puits anciens, en passant par des grottes naturelles et des cours d'eau, les possibilités d'accidents étaient multiples. Chaque point particulier était méthodiquement exploré et marqué sur les cartes des enquêteurs. Dans l'après-midi du mardi, une découverte relança momentanément l'espoir des familles et des enquêteurs. À environ 3 kilomètres du sentier des gorges d'Apremont, dans une zone dense de fougères et de ronces, une équipe dirigée par le brigadier-chef Alain Forestier découvrit des poils de chien accrochés à des épines. L'analyse préliminaire indiquait une couleur et une texture compatibles avec celle du pelage de Max. Cette trouvaille suggérait qu'Amélie et son chien
avait quitté le sentier balisé pour s'aventurer dans cette zone plus sauvage. Mais pourquoi? Amélie était connue pour sa prudence et sa tendance à respecter scrupuleusement les sentiers aménagés. Qu'est-ce qui avait pu la pousser à dévier de son parcours habituel dans une zone manifestement difficile d'accès? Les recherches se concentrèrent immédiatement sur ce nouveau secteur. Malheureusement, la végétation dense et le sol forestier recouvert de feuilles mortes ne permirent pas de retrouver d'autres traces exploitables. De plus, l'analyse en laboratoire des poils découverts révéla le lendemain qu'il n'appartenait pas à Max, mais à un chien de race différente, probablement un setter irlandais appartenant à un promeneur de la région. Cette fausse alerte fut particulièrement cruelle pour Catherine et Michel Lecomte, qui avaient cru un moment que la piste de leur fille était enfin retrouvée. Ils assistaient aux recherches depuis le premier jour, installés dans un véhicule de la gendarmerie, d'où ils suivaient en temps réel les communications radio entre les équipes. Voir leurs espoirs renaître puis s'effondrer en quelques heures éprouva durement leur résistance psychologique. Le mercredi 26 septembre introduisit une nouvelle dimension dans les recherches avec l'arrivée d'équipes spécialisées dans l'exploration souterraine. La forêt de Fontainebleau était en effet connue pour abriter de nombreuses cavités naturelles et artificielles. Grottes, carrières souterraines, caves de châteaux en ruine et même d'anciens abris de guerre datant des différents conflits ayant touché la région. L'équipe spéléologique de la protection civile de Seine-et-Marne, dirigée par le lieutenant Pierre Vidal, entreprit l'exploration systématique de toutes les cavités répertoriées dans un rayon de 10 km autour du point de départ d'Amélie. Cette mission particulièrement technique nécessitait un équipement spécialisé et des compétences pointues en exploration souterraine. Les premières explorations révélèrent l'existence d'un réseau souterrain bien plus complexe que ne le laissaient supposer les cartes officielles. Certaines cavités, creusées pendant la Seconde Guerre mondiale pour servir d'abri, avaient été partiellement comblées après la guerre, mais restaient accessibles par des entrées dissimulées. D'autres, d'origine naturelle, s'étendaient sur plusieurs dizaines de mètres sous terre. Chaque cavité explorée était soigneusement cartographiée et photographiée. Les spéléologues recherchaient non seulement la présence éventuelle d'Amélie et de Max, mais aussi tout indice de leur passage. Traces de pas, vêtements accrochés, objets tombés. Cette recherche minutieuse progressait lentement mais sûrement, chaque mètre carré étant scruté avec attention. Parallèlement aux recherches physiques, le lieutenant Renard dirigeait une enquête approfondie sur l'entourage d'Amélie et les circonstances précises de sa disparition. Tous les proches de la famille furent interrogés. Amis, voisins, commerçants du village, professeurs et camarades de classe. L'objectif était de déterminer si Amélie avait pu mentionner un projet particulier, exprimer une inquiétude ou modifier ses habitudes dans les jours précédant sa disparition. Ces investigations révélèrent qu'Amélie traversait une période particulièrement sereine de sa vie. Ses résultats scolaires étaient excellents, ses relations familiales harmonieuses, ses projets d'avenir clairs et motivants. Aucun élément ne permettait de suspecter une fugue volontaire ou un mal-être psychologique susceptible d'expliquer sa disparition. Les relevés téléphoniques d'Amélie furent également analysés en détail. Son téléphone portable, un smartphone récent, avait émis son dernier signal vers 15h45 le dimanche, soit environ 10 minutes après l'heure où elle aurait dû atteindre le début du sentier, selon les estimations. Après cette heure, l'appareil sembla complètement hors réseau, soit parce qu'il était éteint, soit parce qu'il se trouvait dans une zone sans couverture. Cette donnée technique apportait un élément de chronologie précieux, mais soulevait de nouvelles questions. Si Amélie avait eu un accident vers 15h45, pourquoi Max n'avait-il pas donné l'alerte? Si elle avait rencontré une personne malveillante, pourquoi ne avait-elle pas tenté d'appeler à l'aide pendant les quelques minutes où son téléphone était encore actif? Les jours suivants virent l'arrivée de renforts supplémentaires et l'extension du périmètre de recherche. Le préfet de Seine-et-Marne, alerté par les médias qui commençaient à s'intéresser à l'affaire, décida de mobiliser des moyens exceptionnels.
La disparition d'Amélie Lecomte devenait progressivement une priorité départementale. Des équipes de bénévoles commencèrent également à se constituer spontanément. Les habitants de Barbizon et des communes voisines, touchés par le drame de la famille Lecomte, proposèrent leur aide pour les recherches. Ces bonnes volontés furent encadrées par la gendarmerie qui organisa des battues méthodiques dans les zones moins prioritaires, permettant aux professionnels de se concentrer sur les secteurs les plus complexes. Madame Fontaine, la voisine qui avait croisé Amélie le dimanche après-midi, prit l'initiative d'organiser une chaîne de solidarité parmi les commerçants du village. Des affichettes avec la photo d'Amélie et de Max furent distribuées dans un rayon de 50 km, placardées dans tous les lieux publics. Gares, centres commerciaux, marchés, administrations. Cette mobilisation citoyenne était réconfortante pour les parents d'Amélie, mais elle témoignait aussi de l'inquiétude grandissante de la population locale. Dans un village comme Barbizon, où tout le monde se connaissait, la disparition d'une adolescente appréciée de tous créait un sentiment de vulnérabilité collective. Si quelque chose d'aussi grave pouvait arriver à Amélie, cela pouvait arriver à n'importe qui. Au bout d'une semaine de recherches intensives, le bilan était décourageant. Malgré la mobilisation de plus de 100 personnes, l'exploration systématique de dizaines de kilomètres carrés et l'utilisation de technologies de pointe, aucun indice probant n'avait été découvert depuis le fameux bouchon trouvé le premier jour. Le lieutenant Renard fit le point avec ses supérieurs et les parents d'Amélie. Les recherches actives allaient se poursuivre, mais avec des effectifs réduits, concentrés sur les zones non encore explorées et les pistes les plus prometteuses. L'enquête entrait dans une nouvelle phase, plus longue et plus incertaine, où l'espoir de retrouver Amélie vivante s'amenuisait jour après jour. Catherine Lecomte sombra dans une dépression profonde dès les premières semaines suivant la disparition de sa fille. Cette femme dynamique et organisée, habituée à maîtriser son environnement professionnel et familial, se trouvait confrontée à une situation qu'elle ne pouvait ni comprendre ni influencer. Elle prit un congé maladie de longue durée et s'enferma dans un mutisme inquiétant. Michel Lecomte réagit différemment. Incapable de rester inactif, il transforma sa douleur en énergie de recherche. Il apprit à utiliser les réseaux sociaux pour diffuser la vie de recherche d'Amélie, créa un blog détaillé sur sa disparition et organisa méthodiquement ses propres investigations parallèles. Chaque week-end, il retournait dans la forêt avec d'autres parents de la région pour poursuivre les recherches là où les professionnels les avaient interrompues. Cette quête obsessionnelle lui apporta certaines satisfactions. Il découvrit plusieurs cavités non répertoriées par les services officiels, explora des secteurs que la gendarmerie n'avait pu couvrir faute de temps, et constitua une documentation photographique exhaustive de tous les lieux potentiellement dangereux de la forêt de Fontainebleau. Mais ces efforts, aussi méritoires fussent-ils, ne produisirent aucun résultat concret. Après 6 mois de recherches hebdomadaires, Michel dut se rendre à l'évidence. Il ne disposait ni des compétences techniques, ni des moyens matériels nécessaires pour mener une investigation aussi complexe. La librairie familiale souffrait également de cette situation. Michel n'arrivait plus à se concentrer sur la gestion quotidienne et Catherine était incapable de reprendre son travail. Leurs économies s'amenuisaient rapidement, rongées par les frais liés aux recherches privées et l'absence de revenus réguliers. Leurs amis et leur famille s'inquiétaient de voir le couple sombrer dans une spirale autodestructrice. Le premier anniversaire de la disparition d'Amélie, le 23 septembre 2019, fut particulièrement éprouvant. Les médias locaux consacrèrent quelques articles à cette date symbolique, relançant momentanément l'attention du public sur l'affaire. Mais cette exposition médiatique, loin de rassurer les parents, leur rappelait cruellement que leur fille était toujours portée disparue après 12 mois d'investigations infructueuses. Le lieutenant Renard, qui n'avait jamais abandonné le dossier malgré d'autres urgences, rencontra les parents ce jour-là pour faire le point sur l'enquête. Officieusement, elle leur avoua que les chances de retrouver Amélie vivante étaient désormais quasi nulles. Les statistiques étaient implacables.
Au-delà de 6 mois, les disparitions d'adolescents se concluaient rarement par des retrouvailles heureuses. Cependant, l'enquête demeurait officiellement ouverte. Le dossier d'Amélie Lecomte restait sur le bureau du lieutenant Renard, et chaque nouvel élément, aussi ténu fût-il, était systématiquement vérifié. Plusieurs fausses alertes avaient ponctué cette première année. Témoignages d'automobilistes affirmant avoir vu une jeune fille ressemblant à Amélie dans d'autres régions, appels de personnes prétendant détenir des informations cruciales qui s'avéraient sans fondement. L'affaire était également remontée au niveau national. Le signalement d'Amélie figurait dans tous les fichiers de personnes disparues, son ADN était enregistré dans les bases de données et sa photo était régulièrement diffusée lors d'émissions télévisées consacrées aux disparitions inexpliquées. Mais malgré cette exposition, aucune piste sérieuse n'avait émergé. L'hiver 2019-2020 marqua une période particulièrement sombre pour la famille Lecomte. Catherine avait été hospitalisée à 2 reprises pour des épisodes dépressifs majeurs, et Michel montrait des signes inquiétants d'épuisement physique et mental. Leur médecin de famille, le docteur Alain Rousselot, les encourageait vivement à consulter un psychologue spécialisé dans l'accompagnement des familles de personnes disparues. Ce suivi psychologique, bien qu'initialement accepté avec réticence, s'avéra progressivement bénéfique. Catherine apprit à gérer ses crises d'angoisse et retrouva peu à peu une capacité à envisager l'avenir. Michel, de son côté, canalisa son besoin d'action en s'impliquant dans une association d'aide aux familles de personnes disparues, mettant son expérience douloureuse au service d'autres parents confrontés au même calvaire. Pendant ce temps, dans les services de la gendarmerie de Seine-et-Marne, l'affaire Amélie Lecomte continuait d'intriguer les enquêteurs. Le lieutenant Renard avait transmis le dossier à la section de recherche de Meaux, une unité spécialisée dans les affaires complexes, espérant qu'un regard neuf pourrait faire émerger des pistes négligées. Le capitaine Florence Durand, qui prit en charge le dossier au printemps 2020, était une enquêtrice expérimentée de 45 ans, spécialisée dans les disparitions et les crimes sériels. Elle avait une approche différente de ses prédécesseurs, privilégiant l'analyse comportementale et l'étude approfondie de l'environnement social et familial des victimes. Sa première initiative fut de faire réanalyser tous les éléments techniques du dossier avec les moyens scientifiques les plus récents. Les quelques indices matériels découverts, le bouchon de bouteille, les traces de pas, les prélèvements de terre, furent soumis à de nouvelles analyses ADN plus sensibles que celles disponibles en 2018. Malheureusement, ces examens approfondis ne révélèrent aucun élément nouveau. Le capitaine Durand s'intéressa également aux données numériques avec une attention particulière. L'analyse des métadonnées du smartphone d'Amélie, de ses comptes sur les réseaux sociaux et de son historique de navigation Internet fut reprise entièrement. Cette investigation digitale révéla qu'Amélie était une utilisatrice prudente et responsable d'Internet, sans contact suspect ni fréquentation de sites inquiétants. Une piste particulièrement étudiée fut celle des prédateurs sexuels connus. La forêt de Fontainebleau, par sa proximité avec l'agglomération parisienne et sa fréquentation importante, pouvait attirer des individus mal intentionnés à la recherche de victimes isolées. Tous les délinquants sexuels fichés dans un rayon de 100 km furent identifiés et leur emploi du temps du 23 septembre 2018 vérifié scrupuleusement. Cette investigation approfondie permit d'éliminer définitivement plusieurs suspects potentiels, mais ne révéla aucun élément probant. La plupart des individus contrôlés avaient des alibis solides, et ceux qui ne pouvaient justifier de leur emploi du temps ne présentaient aucun lien avec la zone de disparition d'Amélie. Au fil des mois, une hypothèse alternative commença à prendre forme dans l'esprit du capitaine Durand. Et si Amélie avait été témoin d'une activité illégale dans la forêt? Cette théorie expliquerait pourquoi elle avait quitté son sentier habituel et pourquoi aucune trace de lutte ou de violence n'avait été retrouvée sur les lieux de sa disparition. La forêt de Fontainebleau était en effet connue pour abriter occasionnellement des trafics discrets, dépôts temporaires de stupéfiants, rencontres de dealers, voire décharges sauvages de déchets industriels.
Si Amélie était tombée par hasard sur ce type d'activité et avait été perçue comme un témoin gênant, cela expliquerait sa disparition brutale et l'absence totale d'indices. Cette hypothèse motivait une approche différente de l'enquête. Le capitaine Durand prit contact avec les services de police spécialisés dans la lutte anti-drogue pour connaître les réseaux actifs dans la région à l'automne 2018. Elle consulta également les services de l'environnement pour identifier d'éventuels dépôts illégaux de déchets dans les secteurs forestiers. Ces investigations révélèrent effectivement l'existence de plusieurs réseaux de trafiquants utilisant ponctuellement la forêt de Fontainebleau comme zone de transit. Certains groupes organisaient des livraisons discrètes dans des parkings isolés, d'autres utilisaient des cachettes temporaires dans des secteurs reculés. Plusieurs interpellations avaient eu lieu dans la région entre 2017 et 2019, confirmant cette activité criminelle. Cependant, aucun de ces réseaux identifiés ne semblait correspondre à la zone et à la période de disparition d'Amélie. De plus, les trafiquants arrêtés et interrogés affirmaient tous n'avoir jamais eu de contact avec une adolescente correspondant au signalement d'Amélie. Certains se montrèrent même coopératifs, conscients que l'enlèvement d'une mineure attirerait sur eux une attention policière dont ils préféraient se passer. L'été 2020 apporta un regain d'activité dans les recherches. Le déconfinement post-Covid permit la reprise des battues organisées par les bénévoles et plusieurs nouvelles zones de la forêt furent explorées méthodiquement. Des spéléologues amateurs proposèrent également leurs services pour explorer des cavités non répertoriées, élargissant encore le périmètre des investigations souterraines. Ces efforts citoyens, coordonnés par Michel Lecomte, qui était devenu une figure respectée parmi les familles de personnes disparues, permirent de cartographier précisément des secteurs jusqu'alors négligés. Mais ils ne produisirent aucune découverte significative concernant Amélie ou Max. Catherine Lecomte, de son côté, avait trouvé un certain équilibre dans l'écriture. Encouragée par son psychologue, elle tenait un journal détaillé de ses émotions et de ses souvenirs d'Amélie. Ce travail d'écriture, initialement thérapeutique, se transforma progressivement en un projet de livre-témoignage qu'elle envisageait de publier pour sensibiliser le public aux familles de personnes disparues. L'automne 2020 marqua une nouvelle étape dans l'évolution du dossier. Le capitaine Durand, après 2 ans d'investigation approfondie, dut admettre que toutes les pistes conventionnelles avaient été épuisées. Le dossier ne fut pas classé, il demeurait ouvert et susceptible d'être réactivé à tout moment. Mais les recherches actives furent suspendues faute d'éléments nouveaux. Cette décision, bien que logique d'un point de vue policier, fut vécue comme un abandon par les parents d'Amélie. Michel exprima publiquement sa déception lors d'une réunion avec les enquêteurs, reprochant aux autorités de renoncer trop facilement. Mais il comprenait aussi que les ressources policières devaient être allouées aux affaires ayant plus de chances d'aboutir. L'hiver 2020-2021 fut marqué par une relative accalmie médiatique autour de l'affaire Amélie Lecomte. Les journalistes locaux avaient épuisé tous les angles d'approche possibles et l'absence de nouveaux développements ne justifiait plus une couverture régulière. Cette discrétion retrouvée fut paradoxalement bénéfique pour la famille, qui pouvait enfin commencer un travail de deuil sans l'exposition constante aux médias. C'est dans ce contexte d'apaisement relatif qu'un personnage inattendu fit son apparition dans l'histoire. Jean-Claude Martineau, un chasseur de 58 ans, résidant dans le village voisin de Chailly-en-Bière. Chasseur expérimenté et passionné de nouvelles technologies, Jean-Claude s'était récemment équipé d'un drone thermique de dernière génération pour optimiser ses parties de chasse au sanglier. Jean-Claude Martineau était un homme méticuleux et patient. Retraité de l'éducation nationale où il avait enseigné les mathématiques pendant 35 ans, il consacrait désormais tout son temps libre à sa passion de la chasse. Il connaissait la forêt de Fontainebleau dans ses moindres recoins, y ayant chassé depuis l'âge de 16 ans avec son père et son grand-père. Son investissement dans un drone thermique DJI Matrice 300 RTK équipé d'une caméra thermique Zenmuse H20T représentait plusieurs milliers d'euros, mais cette technologie révolutionnait sa pratique de la chasse.
Le drone lui permettait de repérer les sangliers dans leur bauge en pleine journée, d'étudier leurs déplacements et de planifier ses approches avec une précision inégalée. Mais au-delà de l'aspect purement cinégétique, Jean-Claude était fasciné par les capacités techniques de son matériel. La caméra thermique pouvait détecter des variations de température au dixième de degré près, révélant la présence d'animaux, même parfaitement dissimulés sous la végétation. Elle était également capable de repérer des sources de chaleur anciennes, comme les traces thermiques laissées par le passage récent d'un animal dans l'herbe. Le samedi 18 septembre 2021, Jean-Claude avait planifié une reconnaissance aérienne dans un secteur de la forêt qu'il n'avait pas chassé depuis plusieurs années. Cette zone, située à environ 4 km au nord-est du sentier des Gorges d'Apremont, était réputée pour abriter une importante population de sangliers, mais aussi pour la difficulté de son accès à pied. La météo était idéale pour ce type d'opération. Ciel dégagé, vent faible et température fraîche, facilitant les contrastes thermiques. Jean-Claude lança son drone vers 14h30 depuis une clairière qui lui servait de base d'opération habituelle. Il avait programmé un vol automatique de reconnaissance, couvrant systématiquement une zone rectangulaire de 2 km sur 3. Les premières images transmises par le drone révélèrent effectivement une activité animale importante dans le secteur. Plusieurs groupes de sangliers étaient visibles, certains en déplacement, d'autres au repos dans des zones de taillis denses. Jean-Claude prenait des notes minutieuses sur les positions et les effectifs observés en vue de ses futures parties de chasse. Vers 15h15, alors que le drone survolait une zone particulièrement dense et accidentée, la caméra thermique détecta une anomalie inhabituelle. Au fond d'une dépression naturelle, partiellement masquée par des rochers éboulés et de la végétation, une signature thermique de forme géométrique apparaissait nettement sur l'écran de contrôle. Cette signature ne correspondait à aucun animal connu de Jean-Claude. Elle présentait une forme trop régulière et une température trop constante pour être d'origine biologique. De plus, sa position dans cette zone totalement inaccessible à pied interrogeait le chasseur expérimenté. Qu'est-ce qui pouvait générer une source de chaleur artificielle dans un endroit aussi isolé? Jean-Claude fit effectuer plusieurs passages au drone au-dessus de cette zone, variant les angles et les altitudes pour mieux analyser l'anomalie. Les images se précisaient progressivement, révélant ce qui semblait être une structure enterrée ou semi-enterrée, d'une longueur d'environ 3 mètres sur 2 de largeur. La source de chaleur paraissait provenir de l'intérieur de cette structure, suggérant une cavité isolée retenant la chaleur ambiante. L'expérience de Jean-Claude lui permit d'éliminer rapidement plusieurs hypothèses. Il ne s'agissait pas d'un terrier d'animaux, la forme étant trop géométrique et les dimensions trop importantes. Ce n'était pas non plus un simple affleurement rocheux, car la température était trop homogène sur toute la surface détectée. Restait l'hypothèse d'une construction humaine, ancienne ou récente, partiellement ensevelie. Cette découverte intrigua suffisamment Jean-Claude pour qu'il décide d'interrompre sa reconnaissance et de rentrer immédiatement chez lui pour analyser plus précisément les images enregistrées. Il avait paramétré son drone pour enregistrer automatiquement toutes les données de vol, incluant les coordonnées GPS précises de chaque anomalie détectée. Le soir même, Jean-Claude étudia minutieusement les enregistrements thermiques sur son ordinateur. Le logiciel d'analyse fourni avec le drone permettait de rehausser les contrastes et d'isoler les différentes sources de chaleur. Plus il analysait ces images, plus il était convaincu d'avoir découvert quelque chose d'inhabituel et potentiellement important. Sa première hypothèse fut celle d'un ancien abri de guerre. La forêt de Fontainebleau avait été le théâtre de nombreux combats pendant la Seconde Guerre mondiale, et de nombreux bunkers et cachettes clandestines avaient été aménagés dans les secteurs les plus reculés. Certains de ces abris, oubliés après la guerre, pouvaient avoir conservé une isolation thermique particulière, expliquant la signature détectée. Mais cette explication ne le satisfaisait qu'à moitié. Les abris de guerre qu'il connaissait dans la région étaient généralement construits en béton ou en pierre, matériaux qui ne conservaient pas la chaleur de cette manière. De plus,
La plupart avaient été répertoriés par les services historiques départementaux ou étaient de connus des habitants locaux. Jean-Claude passa une partie du dimanche à consulter les archives historiques disponibles en ligne et les cartes anciennes de la région. Il cherchait toute trace d'une construction, d'une exploitation minière ou d'une activité humaine qui aurait pu expliquer sa découverte. Ses recherches ne révélèrent rien de probant dans cette zone spécifique. C'est en feuilletant les journaux locaux en ligne qu'il tomba sur un article consacré au 3e anniversaire de la disparition d'Amélie Lecomte. L'article, publié quelques jours plus tôt dans Le Parisien, faisait le point sur l'enquête et rappelait les circonstances de la disparition. Jean-Claude, qui avait vaguement entendu parler de cette affaire à l'époque, découvrait pour la première fois les détails de l'enquête. La lecture de cet article provoqua chez lui un déclic. Et si l'anomalie thermique qu'il avait détectée était liée à la disparition d'Amélie? Cette hypothèse paraissait improbable, mais elle méritait d'être vérifiée. Jean-Claude calcula rapidement la distance entre sa découverte et le sentier des gorges d'Apremont. Environ 4 kilomètres, soit une distance tout à fait franchissable à pied pour une randonneuse expérimentée. Plus il réfléchissait à cette possibilité, plus elle lui paraissait plausible. Si Amélie avait quitté son sentier habituel pour une raison quelconque et s'était dirigée vers cette zone reculée, elle aurait pu tomber dans cette cavité ou s'y réfugier en cas de problème. La signature thermique pourrait alors s'expliquer par la décomposition naturelle ou par des éléments organiques piégés dans cette structure enterrée. Cette hypothèse était troublante, mais logique. Elle expliquerait pourquoi aucune trace d'Amélie n'avait été trouvée malgré des recherches intensives. Cette zone était totalement inaccessible aux équipes de secours traditionnelles et n'était visible que depuis les airs, avec un équipement thermique spécialisé. Le lundi 20 septembre, Jean-Claude prit la décision de contacter la gendarmerie. Il était conscient que sa découverte pouvait être sans rapport avec la disparition d'Amélie, mais il estimait de son devoir de signaler cette anomalie aux enquêteurs. Après tout, 3 ans d'investigations infructueuses justifiaient que toute piste nouvelle, même improbable, soit vérifiée. Il appela la brigade territoriale de Fontainebleau et demanda à parler aux responsables de l'enquête sur la disparition d'Amélie Lecomte. Le planton de service le mit en relation avec le lieutenant Renard, qui était resté en charge du dossier, malgré sa transmission à la section de recherche de Meaux. Le lieutenant Renard accueillit l'appel de Jean-Claude avec un mélange d'intérêt et de scepticisme. En 3 ans d'enquête, elle avait reçu des dizaines d'appels de personnes affirmant avoir découvert des indices, et la plupart s'étaient avérés sans fondement. Mais la précision technique du témoignage de Jean-Claude et sa connaissance approfondie de la forêt retenaient son attention. Jean-Claude expliqua méthodiquement sa découverte. Les caractéristiques techniques de son drone, les paramètres de vol, la nature de l'anomalie détectée et sa localisation précise grâce aux coordonnées GPS enregistrées. Il proposa également de transmettre immédiatement tous les enregistrements thermiques aux enquêteurs pour analyse. Le lieutenant Renard décida de prendre cette piste au sérieux. Elle fixa un rendez-vous avec Jean-Claude pour le lendemain matin afin d'examiner les images et d'organiser éventuellement une reconnaissance sur le terrain. Elle prévint également le capitaine Durand de la section de recherche, qui accepta de se joindre à cette investigation préliminaire. Le mardi 21 septembre 2021, Jean-Claude Martineau se présenta à la gendarmerie de Fontainebleau avec son ordinateur portable et tous les enregistrements de son vol de reconnaissance. Le lieutenant Renard et le capitaine Durand étudièrent attentivement les images thermiques, consultant également un spécialiste technique de la préfecture familier de ce type d'équipement. L'analyse confirma les observations de Jean-Claude. L'anomalie thermique était réelle, sa forme géométrique suggérait effectivement une origine artificielle, et sa localisation dans cette zone inaccessible en faisait un point d'intérêt légitime pour l'enquête. Les enquêtrices décidèrent d'organiser une reconnaissance terrestre immédiate. L'expédition fut organisée pour l'après-midi même. Jean-Claude accepta de servir de guide, utilisant son drone pour diriger l'équipe vers l'anomalie détectée. Il était accompagné du lieutenant Renard, du capitaine Durand, de 2 gendarmes spécialisés dans les recherches en milieu difficile et d'un technicien équipé d'un détecteur de métaux portable.
L'accès à la zone s'avéra encore plus difficile que prévu. Aucun sentier ne menait dans cette direction, et l'équipe dut se frayer un chemin à travers une végétation dense et des amas rocheux particulièrement accidentés. Il fallut près de 2 heures de marche laborieuse pour atteindre les coordonnées indiquées par le GPS de Jean-Claude. Sur place, la réalité du terrain confirmait les images du drone. Au fond d'une dépression naturelle, partiellement masquée par des blocs de grès éboulés et une végétation particulièrement dense, une anomalie était effectivement visible. Il s'agissait manifestement d'une construction artificielle, probablement très ancienne, dont seule une partie émergeait encore du sol forestier. L'examen préliminaire révéla les vestiges de ce qui avait été un abri souterrain, probablement construit pendant la Seconde Guerre mondiale. Des pans de murs en béton étaient encore visibles, ainsi que des fragments de poutres métalliques rouillées. L'entrée originale avait été partiellement obstruée par des éboulements naturels, mais une ouverture d'environ 1 mètre de diamètre restait accessible. Le lieutenant Renard fit immédiatement sécuriser le périmètre et demanda des renforts spécialisés avant d'autoriser toute exploration de la cavité. L'expérience lui avait appris qu'il valait mieux prendre des précautions excessives plutôt que de contaminer une scène de crime potentiel par une intervention improvisée. Vers 17 heures, une équipe de spéléologues de la protection civile arriva sur les lieux avec l'équipement nécessaire pour une exploration souterraine sécurisée. Ils étaient accompagnés d'un photographe de l'identité judiciaire et d'un médecin légiste, au cas où des restes humains seraient découverts dans l'abri. La première descente dans la cavité fut effectuée par le lieutenant Pierre Vidal, le spéléologue, qui avait déjà participé aux recherches d'Amélie en 2018. Équipé d'un casque éclairant et d'un appareil photo étanche, il découvrit un espace souterrain plus vaste que ne le laissaient supposer les observations extérieures. L'abri avait manifestement été aménagé avec soin. Il comprenait plusieurs compartiments reliés par des couloirs étroits, l'ensemble s'étendant sur une quinzaine de mètres sous terre. Certaines zones étaient partiellement effondrées, mais d'autres demeuraient remarquablement bien conservées grâce à la protection offerte par le surplomb rocheux. C'est dans le compartiment le plus profond de cet abri que le lieutenant Vidal fit la découverte qui allait enfin apporter des réponses aux questions qui hantaient la famille Lecomte depuis plus de 3 ans. Au fond de cette cavité, dans un renfoncement aménagé comme une alcôve, reposaient des restes humains partiellement momifiés par l'atmosphère sèche et fraîche de l'abri souterrain. La préservation exceptionnelle des restes permettait une identification immédiate. Les vêtements, un jean bleu, un pull rouge, des chaussures de randonnée montantes, correspondaient exactement à la description vestimentaire d'Amélie le jour de sa disparition. À côté du corps, un sac à dos en excellent état contenait encore un appareil photo réflexe et une bouteille d'eau à laquelle manquait effectivement le bouchon retrouvé 3 ans plus tôt sur le sentier. Mais la découverte la plus poignante fut celle de Max. Le Golden Retriever reposait fidèlement aux côtés de sa jeune maîtresse, dans la position qu'il avait probablement adoptée pour la protéger jusqu'à la fin. L'animal portait encore son collier gravé de son nom et des coordonnées de la famille Lecomte. À côté des corps, soigneusement protégés dans un sac plastique étanche, les enquêteurs découvrirent un carnet de photographies dans lequel Amélie avait tenu un journal de survie pendant les semaines qu'elle avait passées dans cet abri. Ce document allait révéler la vérité sur sa disparition et expliquer pourquoi elle n'avait jamais pu donner signe de vie. Selon les premières pages du journal, datées des jours suivant sa disparition, Amélie avait effectivement quitté son sentier habituel après avoir observé une activité suspecte impliquant plusieurs hommes qui déchargeaient des colis volumineux depuis un véhicule utilitaire. Intriguée et soucieuse de préserver l'environnement forestier qu'elle chérissait, elle s'était approchée discrètement pour photographier cette activité illégale. Sa présence avait été repérée par les individus qui s'étaient lancés à sa poursuite. Amélie, excellente marcheuse mais consciente qu'elle ne pourrait pas les distancer sur terrain découvert, avait fui vers cette zone rocheuse difficile d'accès en espérant les semer.
C'est en explorant frénétiquement les anfractuosités qu'elle avait découvert l'entrée de cet abri souterrain. Elle s'y était réfugiée avec Max, pensant pouvoir ressortir une fois ses poursuivants partis. Mais un éboulement partiel, probablement provoqué par son passage précipité, avait obstrué l'entrée principale de l'abri, la piégeant à l'intérieur avec son chien. L'ouverture alternative par laquelle l'équipe de secours était descendue existait bien, mais elle était invisible depuis l'intérieur et située dans une zone que les effondrements avaient rendue inaccessible. Les pages suivantes du journal décrivaient avec un réalisme poignant les semaines de survie d'Amélie dans cet abri. Elle avait rationné ses maigres provisions, trouvé une source d'eau de suintement dans une fissure de la roche, et tenté par tous les moyens de signaler sa présence. Mais l'abri, conçu pour être indétectable depuis l'extérieur, avait parfaitement rempli sa fonction, même contre la volonté de ses occupants. Amélie avait également utilisé son téléphone portable avec parcimonie, l'éteignant la plupart du temps pour économiser la batterie. Elle avait tenté d'appeler à l'aide à plusieurs reprises, mais la profondeur de l'abri et son isolation rendaient toute communication impossible. Les quelques barres de réseau qu'elle captait occasionnellement ne permettaient pas d'établir de communication stable. Les dernières entrées du journal, datées de plusieurs semaines après sa disparition, révélaient qu'Amélie avait maintenu un moral remarquable jusqu'à la fin. Elle avait même continué à prendre des photos avec son appareil, documentant sa vie quotidienne dans l'abri et laissant un témoignage visuel de son expérience. Ces images, d'une qualité artistique saisissante malgré les circonstances, témoignaient du courage et de la créativité de cette adolescente face à l'adversité. Max avait survécu presque aussi longtemps qu'Amélie, partageant ses maigres rations et lui apportant le réconfort de sa présence fidèle. Le journal indiquait qu'il s'était éteint paisiblement dans les bras de sa maîtresse, quelques jours seulement avant qu'elle ne succombe à son tour à la malnutrition et au froid. La découverte de ces restes et du journal d'Amélie provoqua une émotion considérable dans la région. Après 3 ans d'incertitude et d'angoisse, la famille Lecomte avait enfin des réponses à ces questions. Mais ces réponses étaient à la fois libératrices et déchirantes, révélant qu'Amélie avait survécu bien plus longtemps qu'espéré, tout en confirmant qu'elle ne reviendrait jamais. L'analyse des photos prises par Amélie pendant sa captivité involontaire permit également d'identifier les responsables de l'activité illégale qu'elle avait voulu documenter. Les clichés montraient clairement les visages de plusieurs hommes et les plaques d'immatriculation de leurs véhicules, ainsi que la nature exacte de leur trafic. Un dépôt clandestin de déchets industriels toxiques dans des zones protégées de la forêt. Cette information fut immédiatement transmise aux services compétents, qui purent identifier et interpeller les responsables de ce trafic. Ironiquement, les dernières photos d'Amélie, prises dans l'espoir de protéger l'environnement qu'elle aimait tant, permirent finalement de confondre ceux qui l'avaient involontairement causé sa mort. L'enquête judiciaire qui suivit révéla que le réseau de déchets toxiques opérait depuis plusieurs années dans différentes forêts franciliennes. Dirigé par Claude Ventoux, un entrepreneur en bâtiment de 52 ans déjà condamné pour des infractions environnementales, ce réseau proposait aux entreprises un service de traitement de déchets industriels à des tarifs défiant toute concurrence, en réalité en les abandonnant simplement dans des zones naturelles isolées. Le dimanche 23 septembre 2018, l'équipe de Ventoux procédait au déversement de plusieurs dizaines de bidons contenant des résidus de peinture industrielle et de solvants chimiques dans une clairière située à quelques centaines de mètres de l'abri où Amélie avait trouvé refuge. Cette opération, planifiée pour un dimanche après-midi en pensant éviter les promeneurs, avait été compromise par la présence inattendue de la jeune photographe. Selon les témoignages recueillis pendant l'enquête, Amélie avait photographié l'ensemble de l'opération depuis une position surélevée, avant d'être repérée par l'un des complices de Ventoux. La poursuite qui avait suivi n'avait pas pour objectif de nuire physiquement à l'adolescente, mais simplement de récupérer son appareil photo et d'effacer les preuves de leur activité illégale. Mais Amélie, terrifiée par ces hommes qui la poursuivaient en criant, avait fui sans comprendre leurs intentions. Sa connaissance de la forêt lui avait permis de leur échapper en se dirigeant vers cette zone rocheuse impraticable.
Mais cette fuite salutaire s'était transformée en piège mortel lorsque l'entrée de l'abri s'était partiellement effondrée derrière elle. Les membres du réseau, ne retrouvant pas Amélie malgré plusieurs heures de recherche, avaient finalement abandonné leur poursuite en pensant qu'elle avait réussi à s'échapper. Ils n'avaient pas imaginé qu'elle puisse être piégée dans un abri souterrain dont ils ignoraient l'existence. Cette méconnaissance du terrain avait scellé le destin tragique d'Amélie. Claude Ventoux et ses 4 complices furent arrêtés en novembre 2021 et jugés en mars 2022 devant le tribunal correctionnel de Melun. Ils furent condamnés pour homicide involontaire, trafic de déchets dangereux, atteinte à l'environnement et non-assistance à personne en danger. Ventoux écopa de 8 ans de prison ferme, ses complices de peine comprises entre 3 et 6 ans. Mais au-delà des sanctions judiciaires, cette affaire eut un impact profond sur la réglementation environnementale en France. Le cas Amélie Lecomte fut cité à l'Assemblée nationale pour justifier le renforcement des sanctions contre les trafics de déchets industriels et l'amélioration de la surveillance des espaces naturels protégés. Pour Catherine et Michel Lecomte, la découverte du corps de leur fille marqua paradoxalement le début d'un processus de guérison. Après 3 ans d'incertitude absolue, ils avaient enfin des réponses à leurs questions et pouvaient commencer un véritable travail de deuil. Les circonstances tragiques de la mort d'Amélie leur révélaient aussi qu'elle était restée fidèle à ses valeurs jusqu'au bout, tentant de protéger l'environnement qu'elle chérissait. Les funérailles d'Amélie et de Max eurent lieu le 15 octobre 2021 dans l'église Saint-Pierre de Barbizon. La cérémonie réunit plusieurs centaines de personnes venues de toute la France. Familles, amis, camarades de classe, mais aussi tous ceux qui avaient participé aux recherches pendant 3 ans. Jean-Claude Martineau, l'homme qui avait permis cette découverte, fut particulièrement honoré par la famille. Le lieutenant Renard et le capitaine Durand assistèrent également à ces funérailles, émus de pouvoir enfin clore une enquête qui les avait marqués professionnellement et personnellement. Elles rendirent hommage au courage d'Amélie et à la détermination de ses parents, qui n'avaient jamais renoncé à connaître la vérité. Michel Lecomte prononça un éloge funèbre particulièrement émouvant, dans lequel il remercia tous ceux qui avaient soutenu sa famille pendant ces années d'épreuve. Il évoqua aussi la personnalité d'Amélie, son amour de la nature et son sens de la justice qui l'avaient mené vers ce destin tragique mais cohérent avec ses valeurs. Amélie est morte en tentant de protéger ce qu'elle aimait le plus au monde, déclara-t-il devant l'assemblée recueillie. Sa dernière action fut de documenter un crime contre l'environnement. Even dans la mort, elle aura servi la cause qu'elle défendait de son vivant. Nous pouvons être fiers d'elle. Catherine Lecomte avait choisi de ne pas prendre la parole pendant la cérémonie, trop émue pour s'exprimer publiquement. Mais elle remit à chaque participant une photo d'Amélie, accompagnée d'un texte qu'elle avait rédigé sur l'engagement écologique des jeunes générations. Ce message d'espoir dans la tragédie témoignait de sa volonté de transformer sa douleur en action positive. Après les funérailles, la famille Lecomte décida de créer une fondation au nom d'Amélie, dédiée à la protection de l'environnement et à la prévention des trafics de déchets industriels. Cette fondation, soutenue par de nombreux donateurs touchés par l'histoire d'Amélie, finança plusieurs projets de surveillance des espaces naturels et de sensibilisation des jeunes aux questions écologiques. Jean-Claude Martineau, bouleversé par sa découverte et ses conséquences, proposa de mettre son expertise technique au service de cette fondation. Il organisa des formations gratuites sur l'utilisation des drones pour la surveillance environnementale, permettant aux associations de protection de la nature de s'équiper et de se former à ces nouvelles technologies. L'abri souterrain où Amélie avait trouvé refuge fut transformé en mémorial discret après accord des autorités compétentes. Une plaque sobre, visible uniquement pour ceux qui connaissent son emplacement, rappelle le courage et la détermination de cette adolescente qui aura marqué l'histoire de la protection environnementale en France. La forêt de Fontainebleau, théâtre de cette tragédie, bénéficia également d'un renforcement de sa surveillance. Des caméras thermiques installées en points stratégiques permettent désormais de détecter toute activité suspecte dans les zones les plus reculées.
Ces équipements, financés en partie par la Fondation Amélie Lecomte, ont déjà permis de déjouer plusieurs tentatives de déversements illégaux. L'histoire d'Amélie Lecomte devint aussi un cas d'étude dans les écoles de gendarmerie et de police, illustrant l'importance des nouvelles technologies dans les enquêtes de disparition. Le drone thermique de Jean-Claude Martineau avait réussi là où des centaines d'hommes avaient échoué pendant 3 ans, démontrant l'efficacité de ces outils dans certaines circonstances spécifiques. Mais au-delà des aspects techniques et judiciaires, cette affaire marqua profondément l'opinion publique française. Elle incarnait parfaitement les préoccupations environnementales de sa génération et les risques auxquels s'exposent ceux qui défendent ces causes. Amélie Lecomte devint un symbole de l'engagement écologique des jeunes, une figure inspirante pour tous ceux qui refusent de fermer les yeux sur les atteintes à l'environnement. 3 ans après la découverte de son corps, le nom d'Amélie Lecomte résonne encore dans les mouvements écologistes français. Son histoire est régulièrement citée pour illustrer les dangers que font peser les trafics industriels sur l'environnement et sur ceux qui tentent de les dénoncer. Sa photographie orne les locaux de nombreuses associations de protection de la nature. Pour Catherine et Michel Lecomte, cette postérité de leur fille constitue la plus belle des consolations. Ils ont retrouvé un équilibre de vie, reprenant progressivement leurs activités professionnelles, tout en s'investissant dans la fondation créée en mémoire d'Amélie. Leur librairie de Barbizon propose désormais une section spécialisée dans l'écologie et la protection de l'environnement, perpétuant ainsi l'engagement de leur fille. Le lieutenant Renard, promu capitaine en 2022, continue de superviser les enquêtes de disparition en Seine-et-Marne. L'affaire Amélie Lecomte l'a marqué durablement, renforçant sa conviction qu'aucune piste ne doit jamais être négligée, même la plus improbable. Elle cite régulièrement cette enquête pour sensibiliser ses collègues à l'importance de la patience et de la persévérance dans ce type d'investigation. Jean-Claude Martineau est devenu une personnalité respectée dans le monde de la chasse responsable et de la surveillance environnementale. Son expertise en matière de drones thermiques est sollicitée régulièrement par les forces de l'ordre et les associations de protection de la nature. Il considère sa découverte comme le moment le plus important de sa vie. Celui qui a donné un sens nouveau à sa passion technologique. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque disparition se cache un drame humain complexe, où le hasard et la malchance peuvent transformer une simple promenade en tragédie. Elle illustre aussi l'importance de ne jamais renoncer à chercher la vérité, même quand tous les espoirs semblent éteints. Car parfois, une technologie nouvelle ou un regard différent peuvent révéler des secrets que des années de recherche conventionnelle n'avaient pas su percer. L'affaire Amélie Lecomte démontre également que l'engagement citoyen peut prendre des formes inattendues. Un chasseur passionné de technologie, en poursuivant simplement sa hobby dominicale, a permis de résoudre une énigme qui hantait une famille et une communauté depuis 3 ans. Cette découverte fortuite rappelle que nous sommes tous potentiellement des acteurs de la justice et de la vérité. Mais plus que tout, cette histoire nous enseigne que certaines valeurs méritent qu'on prenne des risques pour les défendre. Amélie Lecomte n'est pas morte pour rien. Son sacrifice involontaire a permis de démanteler un réseau criminel et de sensibiliser l'opinion publique aux enjeux environnementaux. Sa mémoire continue d'inspirer ceux qui, comme elle, refusent l'indifférence face aux atteintes à notre patrimoine naturel. Ce cas nous montre comment une famille peut survivre à l'épreuve la plus terrible qui soit, en transformant sa douleur en force positive pour la société. Catherine et Michel Lecomte ont choisi de donner un sens à leur tragédie en perpétuant l'engagement de leur fille. Leur résilience constitue un exemple pour toutes les familles confrontées à des épreuves similaires. Qu'avez-vous pensé de cette histoire bouleversante? Aviez-vous imaginé que l'enquête se conclurait de cette manière? Cette affaire vous a-t-elle fait réfléchir sur l'importance de la protection environnementale et les risques que prennent ceux qui s'y engagent? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette reconstitution détaillée d'une enquête complexe, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres affaires qui ont marqué l'actualité judiciaire française.
Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux enquêtes criminelles et aux questions environnementales.